Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief, le format sérieux d'actualité où on débriefe de façon plus sérieuse, je viens de le dire, le gros sujet de l'actualité nationale ou internationale de la semaine. Et le gros sujet, c'est bien évidemment, vous vous en doutez, la nomination de François... Non, je déconne. Non, c'est la chute de Bachar el-Assad en Syrie. Tous les médias sont à peu près unanimes pour raconter n'importe quoi. Les influenceurs, c'est pas loin. Donc j'avais envie de poser en moins d'une heure à Alexandre Delval les 3 questions que, en gros, tout le monde se pose et permettent à chacun de comprendre les enjeux le plus rapidement possible. J'ai choisi Alexandre Delval parce que c'est un habitué de la chaîne, parce que ses interventions, à chaque fois, vous les jugez pertinentes. Également parce qu'en plus d'être un géopolitologue brillant et un auteur prolifique, c'est aussi un enseignant, donc quelqu'un qui est habitué à la pédagogie. Et les 3 questions que j'avais envie de lui poser étaient celles qu'à peu près tout le monde se pose. Quelles sont les forces en présence? Quels sont les scénarios d'évolution possibles et probables? Et aussi, quels sont les gagnants, s'il y en a, de cette prise de pouvoir? Vous le verrez, on a eu des petits problèmes de son dans cet entretien. J'ai corrigé tout ça à la post-production. Mais pour être honnête avec vous, on est à 24 heures, même pas, de mon déménagement. Donc il y a de l'écho absolument partout. C'est pas les mêmes conditions de tournage, d'éclairage que d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement audible. Et surtout, vous le verrez, le fond était très pertinent et surtout très précis. Bon épisode. Alors la première question que j'avais envie de vous poser, elle est très simple. Il y a des journalistes, il y a des influenceurs qui nous parlent de rebelles modérés. On n'est pas loin des talibans inclusifs de Le Drian. Certains sont unanimes sur la dimension djihadiste de ces rebelles. D'autres parlent de révolutionnaires de la paix et de la démocratie. Donc première question très simple. Quelles sont les différentes forces en présence qui ont repris le pouvoir en Syrie ou qui ont pris le pouvoir en Syrie et qui est leur chef? Alors, il y a deux grands courants ou 2 grandes coalitions qui sont plus ou moins solides. Premièrement, celle dont on parle le plus, puisque le leader du HTS, qui veut dire Hayat Tahrir el-Sham, ça veut dire Organisation de la libération du Cham. Le Cham, dans le langage pan-islamiste, je dis bien pan-islamiste, c'est totalement antinationaliste. Ça veut dire la région du Proche-Orient qui inclut le mandat Israël-Palestine historique, qui inclut la Jordanie, le Liban, la Syrie. C'est le Proche-Orient, c'est le Cham. C'est une sorte de Syrie élargie. Donc c'est beaucoup plus que la Syrie. Et rien que ce nom montre qu'on a affaire à un salafiste djihadiste classique, daéchiste ou al-qaïdiste, parce que c'est vraiment leur rhétorique. Ils ne croient pas au nationalisme, ils sont contre le nationalisme. Et libération, ça montre bien qu'il faut libérer tout le Cham, et pas sinon il aurait mis Tahrir Souria, et non, il a mis Cham. Donc c'est pas que la Syrie nationale. Et organisation montre qu'ils sont assez organisés. Alors, pour devenir le chef du HTS, M. Joulani, dont le nom veut dire l'habitant du Golan, Jolan en arabe, qu'on dit nous Golan, et lui-même, donc, il vient du Golan. Le Golan, c'est la partie qui touche Israël où il y a des Druzes. Donc, ça, c'est très intéressant à comprendre aussi. Et M. Joulani est né en 1982 à Riyad, en Arabie Saoudite. Il est d'une famille aisée, plutôt grand bourgeois, un peu comme Ben Laden, comme Carlos, on en a plein des comme ça, comme Che Guevara. On en a plein des terroristes de grand chemin qui sont des fils de bourgeois. Donc il vient et donc ça explique aussi sa capacité aussi à se métamorphoser parce qu'il sait se comporter en société, il sait manger parfaitement, il sait aligner la fourchette comme il faut, dire les mots polis. Et d'ailleurs on le voit sur son visage, il n'a pas une tête de rustre. Malgré les photos où on le voit wanted avec le foulard, elle avait l'air un peu... Mais en fait, il a quelque chose de policé qui lui vient de ses origines. Alors, il part en 2003 faire le djihad en Irak, à la faveur de l'invasion de l'Irak par les États-Unis, qui crée un appel d'air au djihadisme international. Les États-Unis agressent l'Irak en l'accusant faussement d'être un État terroriste. Mais en fait, l'accusation devient réalité une fois que le régime de Saddam Hussein tombe. Là, ça devient vraiment un foyer d'Al-Qaïda. C'est la prophétie réalisatrice, autoréalisatrice. Et il est emprisonné assez rapidement et il passe pas mal d'années dans des prisons américaines et autres
en Proche-Orient, et il est emprisonné. Et là, il rencontre des gens du futur État islamique en Irak, qui deviendra plus tard, à la faveur de 2011, l'État islamique en Irak et en Syrie. Il est envoyé par El-Baghdadi, qui veut dire l'habitant de Bagdad. C'est le premier calife connu de Daesh complet. Quand Daesh devient syro-irakien et cesse d'être que irakien, c'est justement Joulani, le chef du HTS, soi-disant ex-djihadiste, modéré, etc., qui a pris la Damas. Eh bien, il est envoyé en 2011 à la faveur du printemps arabe pour établir en Syrie la branche syrienne de l'État islamique, qui va devenir justement l'État islamique, Dawla al-Islamiyya fi Irak wal Sham. Et là aussi, on retrouve le nom de Sham, État islamique en Irak et en Syrie. Syrie, c'est une mauvaise traduction, c'est le pays de Sham. C'est toute la grande Syrie qui inclut la Palestine, le Liban, etc. Le Levant. Le Levant, on pourrait dire le Levant, bien que ça se dise autrement en arabe, mais effectivement, on pourrait dire le Levant. Et donc, il est envoyé par El-Baghdadi, qu'il a connu dans les réseaux des prisons, parce que la prison est le plus grand incubateur de djihadistes, que ce soit dans les pays arabes ou chez nous. Et en 2011, il crée donc l'État islamique en Syrie, mais très rapidement, il se dispute avec El-Baghdadi et il va plutôt créer El-Nosra, Jabhat El-Nosra, le front El-Nosra, qui va devenir en fait la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc il est envoyé pour créer Daesh, mais en fait il va préférer créer Al-Qaïda, et c'est les moments où Al-Qaïda... Il va créer Al-Qaïda en Syrie, pardon, voilà, pas Al-Qaïda tout court, il va créer Al-Qaïda en Syrie, qui va s'appeler El-Nosra. Ce mouvement va changer une première fois de nom, sous conseil du Qatar, qui, à un moment, voit bien que les Américains, ils préfèrent quand même Al-Qaïda à Daesh. Et il se dit, tiens, ça peut être intéressant. Si les Occidentaux peuvent même parfois jouer Al-Qaïda contre Daesh, les Qataris, leurs financiers, leur dit quand même, ça fait quand même mauvais effet de s'appeler Al-Qaïda. Pour justifier une aide en Syrie indirecte, certes c'est indirect, c'est par d'autres groupes, mais pour justifier une aide indirecte à Al-Qaïda, qui va passer d'ailleurs par Ahrar el-Sham, un mouvement dont beaucoup de membres vont devenir membres de HTS quand ils vont se disputer, et quand il y aura des scissions, des réconciliations, des guerres, etc. Bref, une grande partie du HTS a pris aussi de ce mouvement. Et donc, pour la faire courte, au bout de quelques années, entre 2011 et 2016, il y a un incubateur qui est Idlib, et à partir de 2016-2017, il y a les accords d'Astana. Très important, les accords d'Astana, c'est des accords entre Russes, Iraniens et Turcs, et les Russes ne pouvant pas buter tous les djihadistes en Syrie, parce que c'est pas réaliste, et c'est toujours mieux quand on arrive quand même à trouver des solutions d'évacuation. Les Russes négocient avec les Turcs, qui sont quand même très liés aux djihadistes. Les Turcs connaissent les djihadistes rebelles classiques, ils connaissent les djihadistes Al-Qaïda, et ils ont carrément aidé Daesh, un moment contre les Kurdes, qui sont l'ennemi principal des Turcs en Syrie. Or, comme c'est les Kurdes qui combattent le plus Daesh, eh bien, à un moment, les Turcs ont utilisé l'ennemi de l'ennemi qui est mon ami. Les rebelles syriens refusent de négocier en face à face avec les émissaires du régime de Damas au premier jour de la conférence d'Astana. Réunis dans la capitale kazakh, un groupe hétéroclite d'insurgés, appuyé par la Turquie, a rencontré hier les soutiens russes et iraniens de Bachar al-Assad. L'opposition syrienne, elle, joue un simple rôle de conseiller, comme en témoigne son porte-parole. Nous avons noté une réelle compréhension de la part des Russes. Nous comprenons que militairement, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient en Syrie. Maintenant, ils veulent transformer cette victoire militaire en atout politique. Mais ils ne pourront obtenir leur atout politique sans parvenir d'abord à un cessez-le-feu. Et donc, tout ce monde-là décide qu'on va évacuer une partie des djihadistes du reste de la Syrie, qui voient qu'ils sont en train de perdre, un peu comme maintenant les Ukrainiens, et ils acceptent une négo. La négo, c'est, bon, plutôt que d'être tous liquidés, ça va prendre beaucoup de temps, mais on finira tous liquidés, on est extradé vers le nord-ouest de la Syrie, dans la zone d'Idlib. Et dans la zone d'Idlib arrivent tous ces djihadistes. Il y a Ahrar el-Sham, il y a Liwa, il y a Zenki, il y a plein d'organisations. Il y a bien sûr Nosra qui est devenu HTS. Et c'est là que Joulani fait sa mutation. Il a changé 2 fois de nom. Après avoir changé une première fois de nom, il se fait appeler Hayat Tahrir el-Sham, avec la bénédiction du Qatar, et plus encore que de la Turquie. Il est beaucoup plus lié au Qatar, lui. Et il va y avoir plein de combats, parce qu'à Idlib, il y a des Daeshistes, il y a des Ahrar el-Sham, il y a des légions un peu plus pro-turques, légèrement plus modérées, et il y a le mouvement ex-El Nostra, qui est le noyau dur. Et là, il va y avoir des carnages.
Parfois, il va perdre, parfois, il va gagner. Ils vont se prendre des villages. Et entre 2017, accord d'Astana, jusqu'à 2023, eh bien, c'est l'ascension de Joulani qui va unifier de plus en plus. Il va devenir le plus fort à Idlib. D'ailleurs, le Premier ministre qu'on a nommé en Syrie récemment, al-Bashir, il était déjà son Premier ministre à Idlib. Donc Idlib devient le plus grand réservoir de militants d'Al-Qaïda. Ils étaient 11 000. Mais quand Al-Qaïda disparaît des radars et devient un mouvement soi-disant qui a renoncé au djihad global, c'est lui le chef de ça. Il n'a pas vraiment renoncé à Al-Qaïda. Il n'a jamais dénigré Ben Laden. Il reste un admirateur de Ben Laden. Il a juste changé de nom à l'amiable en négociant avec le chef d'Al-Qaïda, donc Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, qui lui dit ok, on comprend, si le changement de nom te permet d'arriver plus facilement à conquérir le pouvoir sur les mécréants et les apostats, ça peut être utile. Au départ, ça se passe à l'amiable avec une lettre qui a été écrite. Ensuite, comme lui va vouloir créer une nouvelle réalité qui renonce au djihad global et il pense à séduire aussi quelques rebelles syriens un peu plus nationalistes que lui et islamistes, mais islamo-nationalistes, il fait quelques concessions, l'acceptation d'un nouveau drapeau, comme on le voit en ce moment, renoncer au drapeau noir, etc. Et là, il se fait sermonner, avant que Zawahiri meure, il se fait sermonner et accusé d'être quelqu'un qui commence à faire des concessions au nationalisme. Très important pour nos auditeurs, un vrai islamiste ne supporte pas le nationalisme. Et c'est pour ça que dans les pays arabes, et bien entendu, quand l'Occident a voulu démanteler tous les régimes nationalistes arabes, Kadhafi, nasserisme avant, mais Kadhafi récemment, Bachar el-Assad, là c'est réussi, on a raté en 2011, mais on a réussi maintenant, Saddam Hussein, etc. Ben, en fait, c'était les vrais obstacles à l'islamisme radical, même si on peut les critiquer, et c'était souvent les dictatures. C'est le problème des pays islamistes, des pays musulmans d'ailleurs, c'est qu'on passe du choléra de l'islamisme à la peste de la dictature militaire, etc. Bref, et là, c'est tant mieux pour lui parce qu'il peut dire même Al-Qaïda m'a critiqué quand j'ai commencé à trop me modérer, à faire des pas vers certains nationalistes, mais il n'a pas renié Ben Laden. Il ne s'est pas disputé violemment avec Zawahiri, il a été un peu critiqué. Donc c'est pas du tout un repenti en fait. Non, justement, il a réussi une mutation en changeant de nom, en renonçant au djihad global. Ça peut être une taqiya, hein, une ruse de guerre, mais pour l'instant, il a renoncé au djihad global, mais sans renier jamais ses ancêtres, ses formateurs, les imams qui l'ont formé, le calife al-Baghdadi. Il n'a pas eu à renier des gens, et c'est là qu'il est très malin. Il a réussi à faire une mutation où certains milieux américains et anglais, c'est toujours les Anglais les premiers pour reconnaître des islamistes, hein. Ça n'a pas changé depuis un siècle avec les frères musulmans, mais oui, à peu près un siècle presque. Et donc, il n'a renoncé à rien. C'est comme si un repenti mafieux de la 'ndrangheta restait un mafieux, mais il changeait d'activité. Il faisait plus de trafic de drogue, mais il faisait que du jeu, et que du jeu interdit, mais comme avec des règlements de compte réguliers, etc. Et il s'appelait plus 'ndrangheta, il s'appelait, je sais pas, Corona Unita. Et donc il n'avait rien à renier, mais il s'est fait respectabiliser parce qu'il fait des trucs un peu plus tolérés par l'État. Voilà, en gros c'est ça. Il est passé de la drogue au casino. Mais ça reste un mafieux. Mais un mafieux un peu plus respectabilisé, qui s'habille comme Zelensky, la barbe est un peu plus courte qu'avant, moins large, d'ailleurs on le voit, elle est un peu plus... D'ailleurs elle diminue tout le temps pendant que la moustache pousse. Un vrai salafiste n'a pas de moustache, mais une barbe le plus long possible, et quand on devient frère musulman, la barbe est moins longue, mais il y a plus de moustache. C'est une façon d'être un peu plus modéré, donc il se frérise en apparence. Et comme les Qataris le financent, il a fait quelques pas vers les frères musulmans qui n'aimaient pas, avec qui il s'est beaucoup combattu. Là, on passe aux deuxième coalition, parce que ça, c'est une coalition. Le FTS est une coalition de 5, 6, 7 groupes. Et en plus, il a beaucoup... HTS ou FTS ? Le HTS, pardon. Le HTS, le Hayat Tahrir el-Sham, est une coalition de plusieurs groupes. Il y en a qui sont partis, d'autres qui n'ont pas adhéré, mais il y a eu une hémorragie du Ahrar el-Sham vers lui. Voilà, c'est vraiment un micmac. Par contre, la deuxième grande coalition, elle, ce n'est pas le Qatar, le leader, parce que là, le HTS, c'est vraiment le Qatar. La deuxième coalition qui a pris Damas, d'ailleurs, avant le HTS, on ne le dit pas, Damas n'a pas été pris par le HDS. Joulani est arrivé un jour après, le matin. C'est la veille que les islamo-nationalistes et rebelles du ANS, l'Armée nationale libre,
ont pris depuis Daraa, depuis le sud, la ville de Daraa, ils sont remontés et ils ont pris Damas. Et ensuite, le HTS a eu l'intelligence de pratiquer une très bonne communication de guerre et une communication efficace. Il a récupéré la mise parce qu'il est le primus inter pares. Et comme les autres sont très, très, très divisés, eh bien qu'étant 50 000, les gens de l'ANS sont 50 000 soldats. Lui, il en a 30. Mais bien qu'étant plus faible que l'autre grande coalition, il est beaucoup plus coalisé, il est beaucoup plus compact, parce que dans l'incubateur de Idlib, il a réglé le compte à pas mal de dissidents, et il a unifié ses salafistes, et il est le leader. Cela prouve d'ailleurs qu'il ne peut pas avoir changé. S'il était un vrai repenti, il serait déjà mort depuis très longtemps, parce que ses troupes, il a encore beaucoup de groupes qui composent le HTS qui sont des vrais djihadistes, dont certains Français qui ont participé directement à l'assassinat de Samuel Paty, qui était en contact avec le HTS. Ah oui. Samuel Paty était en contact avec des gens du HTS donc de Joulani. Et on a des gens qui ont recruté des terroristes comme Omar Homsen, qui avait été mis en prison un petit peu en résidence surveillée par le HTS, qui a été libéré, et dont le groupe, c'est le groupe du fameux Niçois d'origine sénégalaise, Omar Homsen. Il sévit à Idlib et il a été affranchi après avoir été un petit peu en disgrâce parce qu'il était trop autonome. Aujourd'hui, il a rejoint la mouvance de HTS. Il a un statut d'autonomie, mais il a fait allégeance au HTS. Donc, quelqu'un... Quand on dit qu'il est modéré, qu'il est devenu non-djihadiste, il a quand même un groupe de djihadistes, parmi les plus terribles, qui ont recruté le plus de Français, qui ont perpétré des attentats, ceux qui étaient commis par Al-Qaïda, c'était le groupe de Omar Homsen, parce que vous savez, il n'y a pas eu que Daesh. Au même moment, dans les mêmes années, Daesh et Al-Qaïda se sont partagés la tâche. Al-Qaïda, ils ont fait Charlie Hebdo. Et Daesh, le Bataclan. Donc ceux qui ont fait Charlie Hebdo, c'est les hommes qui ont fait allégeance au HTS, le groupe de Omar Homsen à Idlib. Donc rien que ça, c'est la preuve qu'il ne peut pas être djihadiste, parce que quand on a des gens comme ça parmi ces coalisés, si on était un vrai repenti, on serait mort depuis très longtemps. Il serait mort. Ces troupes n'auraient... C'est la preuve qu'il ne peut pas être repenti, sinon ces troupes l'auraient déjà assassiné. Et dans ces milieux-là, ça va très vite quand on est, parce qu'on n'est toujours pas, on n'est jamais assez. C'est comme la Révolution française, on n'est jamais assez pur. On n'est jamais assez robespierriste. Donc, ils se sont tous, même les Jacobins se sont tous flingués entre eux, parce qu'ils étaient tous suspects. D'ailleurs, il y avait la loi des suspects. Et donc, le deuxième groupe, l'ANS, il a énormément participé à des combats dans le nord, dans l'est, dans le sud. C'est lui qui a pris Damas, mais ils sont tellement divisés. Alors, eux, ils contiennent pas mal de milices islamistes syriennes de l'ancienne armée syrienne libre, l'ASL, l'armée syrienne libre, qui était composée... tantôt de frères musulmans, tantôt d'anciens militaires syriens qui avaient rejoint la rébellion, même des gens qui ont fait partie du régime à une certaine époque, mais qui ont rejoint la rébellion à la suite de la torture des enfants dans le sud, à Deraa, là où est commencée la révolution. Il y a aussi des groupes turkmènes, minoritaires mais importants, parce que ceux-là, c'est les plus fiables pour les Turcs. Et il y a des légions de turkmènes et d'arabes pro-ottomans, nostalgiques du califat ottoman, comme par exemple la légion Murat Sultan. Et donc, dans l'ANS, on a des rebelles classiques, des anciens militaires syriens plus nationalistes, on a des Turkmènes et on a des islamistes plutôt tendance frères musulmans, quelques salafistes, mais c'est plutôt frères musulmans, l'ANS, pro-turc, frères musulmans, avec des minorités turkmènes et des anciens militaires, tandis que le HTS, c'est du salafiste pur. Et voilà. Et donc, ces deux coalitions sont celles qui viennent de faire tomber Bachar al-Assad. Et on s'en est réjoui pendant les 2 premiers jours. Et vous avez remarqué que déjà le 3e jour après le succès de Joulani, il y a ceux qui se réjouissent et il y en a beaucoup qui commencent à parler des djihadistes qui sont autour de Joulani, de ce refuge de djihadistes qui va être un appel d'air extraordinaire pour plein de radicalisés en Europe qui vont retrouver le Cham. Déjà à l'époque de Daesh, les gens de l'UNEL, de la Seine-Saint-Denis qui émigraient en Syrie, ils n'allaient pas en Syrie. Ils disaient « Nous allons au pays de Cham rejoindre le Daoula ». Daoula, ça veut dire l'État, sous-entendu l'État islamique, et on allait au Cham. C'est comme les Juifs qui font leur alia en Israël, sauf que là, c'est des islamistes qui font leur alia islamiste, donc leur hijra, du mot hégir, qui veut dire l'émigration. Quand tu dis « Tu fais ta hijra », dans le Daoula, ça veut dire tu fais ton émigration. C'est une immigration sacrée parce qu'elle rappelle l'émigration de Mahomet qui quittait les païens de la Mecque pour aller rejoindre les monothéistes de Médine, à partir desquels il allait reconquérir la Mecque. Donc c'est l'immigration qui fait que je n'ai pas les rapports de force en ma faveur.
je ne suis pas encore dans un pays qui est pleinement islamisé, on n'est pas encore soumis aux lois de Dieu, on va dans un autre endroit plus favorable pour ensuite revenir établir les lois de Dieu. Donc la hijra, elle a un caractère extrêmement symbolique et sacré dans la pensée islamique, et la Syrie va redevenir le pays de la hijra à partir de maintenant, là, ces jours-ci. Ça a excité plein de radicalisés qui se disent, oui, on avait perdu le pays de Cham, on le retrouve. Ça va être fantastique pour eux. Alors, deuxième question que je voulais naturellement vous poser, c'est quels sont les scénarios possibles en fait? Est-ce que ces islamistes plus ou moins radicaux forment un front uni? Est-ce qu'il y a encore des poches de résistance? Est-ce que la guerre est terminée? Est-ce qu'elle ne fait que commencer? Comment tout ça en fait peut évoluer? Quels sont les scénarios possibles? Et puis peut-être aussi pour vous, quel est le scénario le plus probable en fait, même si encore une fois on le rappelle, on n'est pas Madame Irma, c'est juste essayer de poser les enjeux. Alors, un ami syrien, qui pourtant est un patriote syrien, hein, il parlait de sa communauté de manière un peu méprisante, mais il me disait, ce qui compte en Syrie, c'est l'argent, masari. Les Maghrébins disent flouz, les Syriens disent plus mal ou masari. Et donc, ce qui compte, et ce qui a fait chuter l'armée, c'est ça, c'était le manque d'argent. Beaucoup de gens auraient voulu se battre, peut-être ils n'étaient pas contents que le régime s'écroule. Les gens qui étaient pour le régime, il y en avait beaucoup parmi les alaouites et parmi les anti-islamistes, mais ils n'étaient plus payés. Ils étaient complètement appauvris à cause de la loi américaine, totalement injuste, la loi César, qui a été adoptée à la fin de la guerre civile syrienne pour empêcher toute reconstruction, pour être sûr qu'un jour le pays s'écroule quand même, ce qui est dégueulasse. Parce que c'est la population qui paye le prix. La population est dans une pauvreté énorme qu'elle n'avait jamais connue depuis des dizaines, des décennies. Et cette loi César, qui criminalise toute entreprise qui fait de la reconstruction en Turquie, a même en Syrie, merci, elle a même dissuadé même des Chinois à y investir. Parce que les Chinois, ils n'ont pas peur, les Américains, ils aident les Russes. Mais même certaines banques chinoises n'ont pas voulu investir en Russie pour contourner les sanctions, parce que ces sanctions internationales, elles sont très problématiques pour des entités privées. Et c'est souvent les entités privées qui font du bâtiment, c'est rarement des choses publiques. La particularité de ce nouveau train de sanctions, c'est qu'il ne vise pas seulement le régime syrien, mais toute personne, toute entité qui apporterait, je cite, un soutien significatif au régime syrien, que ce soit un soutien financier, matériel ou encore technologique. Et il s'applique à des secteurs entiers comme le pétrole, l'aéronautique militaire, la construction ou encore la finance. La situation a d'ailleurs déjà commencé à s'aggraver avec la dépréciation depuis quelques semaines de la monnaie syrienne. Il faut désormais plus de 2300 livres pour $1 contre 48 livres il y a seulement 10 ans. Conséquence, les prix explosent. Il devient extrêmement difficile de s'offrir une meule de pain. La viande est quasi inabordable. Dans les pharmacies, les médicaments se font de plus en plus rares. Et dans les rues de Damas, on voit de plus en plus de personnes faire les poubelles. Donc, on n'a pas pu reconstruire la Syrie. En plus, il y a un embargo et des sanctions totales internationales. Le pays a été étouffé. Et donc, voilà pourquoi beaucoup de militaires ont dit finalement on va se rendre. Et du coup, voyant cela venir, les Russes ont négocié avec les Turcs une reddition encore plus généralisée. Il y avait des gens qui ne voulaient pas se battre, mais les Russes ont dit aux Turcs, donc ok, on va prévenir l'État syrien qu'on va les lâcher. L'État syrien va savoir qu'il va être lâché. Et c'est pour ça que Bachar était déjà en Russie. Soi-disant pour aller voir sa femme qui se faisait opérer, il était déjà en Russie. Ah oui, d'accord, donc en fait il était complètement au courant du truc. Il était prévenu parce qu'il y avait une négo. Au moins lui on l'a prévenu, il ne fallait pas trop ébruiter, mais il savait qu'il y avait un lâchage. Ses maîtres n'allaient pas dégarnir le front ukrainien pour ses beaux yeux. On a déjà fait, les Russes, les Iraniens et le Hezbollah ont déjà fait beaucoup pour lui. Ils se sont saignés, surtout les milices chiites, se sont saignés de manière incroyable pour un pays qui n'est pas le leur. C'est rare quand même des gens qui vont mourir pour quelqu'un d'autre. Et comme il n'a pas fait d'efforts, il n'a pas négocié avec les Turcs, il n'a pas prévu de doter son armée de drones. Alors on dit qu'il n'a pas les moyens. Il avait les moyens de détourner des milliards. Il est parti avec 150 milliards en Russie, apparemment, selon les sources russes. Enfin, en Russie, qu'il a caché un peu partout. Mais voilà, il a 150 milliards qui auraient pu acheter pas mal de drones. Il a perdu la guerre essentiellement parce qu'il n'y avait pas de drones et parce que l'armée n'était pas payée. Il aurait pu peut-être un peu mieux payer, au moins arriver à ce que sont payés les gens du HTS.
Donc, il a une responsabilité énorme dans sa gabegie, sa corruption, son manque de patriotisme. Parce que quand on voit toutes les collections de voitures qu'il a et les milliards qu'il a économisés et détournés, et là, c'est pas de l'anti-bacharisme. Makhlouf, la famille Makhlouf qui a toute l'économie, qui était son homme d'affaires et en plus membre de sa famille préférée, un peu comme ce qui s'est passé en Tunisie avec les beaux-frères, le beau-frère de Ben Ali. C'est incroyable. Il avait un monopole, pratiquement 60% des flux libéraux, des flux libres capitalistes du pays étaient gérés par la famille Makhlouf. Et on avait aussi le Captagon qui rapporte une fortune. C'est la drogue du pauvre qui rapporte énormément. Donc il aurait pu faire un peu plus, mais voilà, lui-même n'a rien fait pour sauver son pays. Il comptait sur l'assurance vie du Hezbollah et des milices chiites diverses et variées, irakiennes ou autres, mais surtout le Hezbollah. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le Hezbollah allait être plus royaliste que le roi. Alors même que ce n'est pas forcément ce que lui demandait l'Iran, qui avait intérêt à un Hezbollah fort. Si vous êtes l'Iran, que vous attendez, vous savez qu'il va y avoir une guerre radicale avec l'Israël qui veut vous débarrasser de votre programme nucléaire. Vous gardez votre proxy. C'est comme si vous avez un bulldog pour vous défendre dans une banlieue, il mieux vaut qu'il soit en forme et qu'il puisse mordre. Et bien là, le Hezbollah s'engage dans une folie pour justifier sa propre présence au Liban qui est liée au fait de lutter contre le sionisme. Le Hezbollah se solidarise totalement après le 7 octobre du Hamas et il dit on luttera contre Israël comme le Hamas jusqu'au retrait israélien de Gaza. Et là, c'était une folie, puisque le Hamas, le Hezbollah a été extrêmement affaibli. L'histoire des pageurs, qui était prévue depuis longtemps, mais ça a été lancé à ce moment-là. Le Hezbollah s'est complètement sabordé. Et en se sabordant, il a abîmé la capacité de défense de la Syrie, puisque c'était le Hezbollah, la plus grande milice qui a sauvé le régime iranien, le régime syrien, et Bachar comptait là-dessus. Les Russes lui disaient depuis très longtemps, attention, ça ne suffira pas. Nous, on ne pourra pas t'aider tout le temps, surtout depuis la guerre en Ukraine. Et les Iraniens, ça ennuyait les Russes que la Syrie pro-russe devienne un fief de plus en plus pro-iranien, pro-Hezbollah, pro-iranien. Et donc, dans ce cadre, les Russes lui demandaient depuis des années de négocier un peu mieux avec les Turcs, de trouver un accord avec les Turcs, parce que ceux-ci, un jour, allaient le piquer comme le scorpion, c'est plus fort qu'eux. Attention, les Turcs, ils vont te faire un sale coup, tu ne pourras pas résister à l'assaut. Si tu ne t'entends pas avec les Turcs pour reloger des réfugiés syriens de Turquie dans le nord du pays, qui ensuite vont eux-mêmes rentrer dans le chou du Kurdistan autonome, le Rojava de l'Est, donc aux frontières de l'Irak, il y a un tiers de la Syrie qui appartient aux Kurdes. Ça me permet de répondre mieux à ta question. En gros, il n'est pas certain que Jolani puisse faire un pays unitaire aussi facilement qu'il le croit, puisque les Druzes sont totalement armés. Dans le Druzistan, les montagnes druzes, les Druzes sont très armés, un peu comme les Druzes du Liban, comme les chrétiens du Liban de la montagne, vous savez, les rebelles d'où viennent toutes les milices, ou les chiites de la montagne, ou les chiites du Yémen. C'est des fiefs, des minorités qui, depuis plus d'un millénaire, ont souffert des différents califats. Ils ont toujours souffert de la charia des sunnites. Donc, ces Druzes dans le sud, ces Alaouites dans l'ouest, sont capables d'être armés. Quand il faudra se défendre, si on fait des lois contre les apostats ou les mécréants, parce qu'on les accuse d'être des païens, si un jour ils sont attaqués dans leur baignoire, ça c'est le vrai ennemi, celui qui vous attaque dans votre baignoire, si un jour ils sont attaqués dans leur montagne, dans leur maison, ils vont pouvoir se défendre. C'est pour ça d'ailleurs que Jolani n'a pas encore essayé de soumettre les Alaouites et les Druzes. Ils sont arrivés, les troupes de Jolani et de l'ANS, ils sont arrivés, ils se sont déployés dans les régions druzes et alaouites, mais ils ne bougent pas, ils n'humilient pas, ils ne tuent pas. Pour l'instant, ils ont compris que c'est un chaudron. Ils n'ont que 30 à 40 000 hommes, les gens du HTS. Juste pour savoir, les Druzes, ils sont environ combien? Alors, les Druzes, ils sont des centaines de milliers. Donc, si tous les Druzes sont armés, vous savez, les Druzes, c'est un peu comme les Tchétchènes. Ils sont gentils, mais c'est comme les Kabyles en Algérie. Voilà, ils sont très gentils, mais vous allez dans leur montagne, faut pas les emmerder. Donc, et pour l'instant, on respecte cela. En plus, ils ont un protecteur, ils ont une assurance vie qui est super. Pas qui est super, non, pas au sens moral, mais qui est très efficace, c'est Israël. Israël a des très très bonnes relations avec les Druzes du Liban et avec les Druzes de Syrie. En fait, au Liban, un Druze va être pro-Hezbollah ou pro-sunnite de temps à autre, mais en Syrie, les Druzes ont longtemps été plus ou moins pour le régime, mais ça c'est la taquilla de survie, c'est la dissimulation de survie. Leur cœur, il est avec les Druzes tout court. Et donc, un Druze préfère un Druze d'Israël, même si c'est un capitaine de l'armée israélienne,
qu'un sunnite de son propre pays. Le druze, il est avant tout druze. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Israël, les seuls arabophones, qui ont le droit d'avoir des hauts postes militaires, c'est les druzes. Parce qu'on sait qu'ils ont une telle rancune envers les sunnites, et on sait qu'ils sont druzes avant d'être arabes, et avant d'être musulmans, et avant d'être syriens, avant d'être libanais. On sait qu'un druze, on peut lui faire confiance. Donc, si les druzes sont attaqués dans leur existence, dans le druzistan, il y aura une réaction israélienne. De même, si les alaouites sont attaqués, attention, on ne sait pas où est la 4e armée syrienne. Elle s'est fondue, un peu comme la mafia, quand elle essaie de se faire persécuter, elle devient discrète. Les alaouites ont quand même une capacité aussi de rébellion. Ils peuvent être soumis dans un premier temps et ensuite se rebeller, parce que là, ils résonnent en alaouite, comme un clan. Et 3e foyer de contestation qu'il va être difficile de soumettre, ce n'est pas les Kurdes du Nord-Ouest qui ont subi des défaites ces derniers jours, parce que dans le Nord-Ouest, depuis que Trump avait accepté que la Turquie fasse plusieurs opérations, parce que Trump avait lâché les Kurdes quand il était dans sa première présidence, les Kurdes de la partie ouest de la Syrie ont été en partie dégommés. Il leur restait quelques petites poches qui ont été agressées ces derniers jours. Par contre, dans la partie est du Rojava, le nom qu'on donne au Kurdistan indépendant, dans la partie est qui touche l'Irak, c'est un quart de la Syrie qui a les puits de pétrole et le coton et d'autres denrées. Et donc le Kurdistan, il a les moyens, lui, d'être un État de facto, un peu comme le Kurdistan irakien, qui est un État dans l'État. Et donc il veut saisir sa chance historique d'être un État indépendant, et donc ça va être très difficile de les soumettre, parce qu'il y a 1000 militaires américains, enfin 900. Ces 1000 militaires américains, ils ont aussi des dispositifs, des missiles, ils peuvent quand même aider un petit peu les Kurdes, et si les Kurdes donnent des concessions à des grandes entreprises américaines, Trump, il n'a pas envie d'intervenir en Syrie, mais peut-être qu'il n'a pas tout dit. Peut-être qu'intervenir pour les Kurdes, pour lui, ce ne sera pas intervenir en Syrie. On ne sait pas ce que va faire Trump. Un agent du renseignement américain que j'ai rencontré par hasard récemment me disait, par exemple pour l'Ukraine, par pur hasard, il passe de l'administration Biden à celle de Trump, et il est en charge de l'Ukraine pour une agence de renseignement. Il me disait, c'est très simple, nous, on va dealer. Si les Ukrainiens nous donnent plein d'entreprises en pole position, nous donnent plein de marchés, des gros marchés, hein, il y a quand même Westinghouse, le nucléaire civil, il y a quand même 40% du blé ukrainien qui était acheté par des entreprises américaines, Vanguard et des filiales de BlackRock, etc. Il disait, et en plus, s'ils collaborent pour arrêter de détourner l'argent, ils nous donnent les noms des sociétés chypriotes offshore, s'il y a ces deux conditions, peut-être qu'on va continuer à les aider un peu. Plus que ce qu'on a dit. Ben, c'est un peu pareil pour les Kurdes. Donc voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais Jolani aura du mal. Et enfin, Jolani, il ne va pas avoir du mal uniquement à soumettre les Alaouites et les Druzes, mais il ne peut pas les voir. Il faut voir que dans sa doctrine, le Druze et le Alaouite, c'est un sous-homme à vomir. C'est parce que c'est pire qu'un chrétien. C'est un musulman apostat. C'est considéré comme un musulman qui a apostasié parce qu'il dit qu'il est musulman, mais il pratique le paganisme. Vous savez que les Druzes croient en la réincarnation, et les Alaouites fêtent toutes les fêtes juives et chrétiennes. Ils croient en la Trinité, les Alaouites. Les Alaouites, ils boivent le harak, l'alcool. Les Alaouites, les prêtres Alaouites vous expliquent, moi ça m'a fait rire la première fois, ils vous expliquent, quand j'ai fait mon livre sur le chaos syrien, un prêtre Alaouite, il vous dit, quand une boisson transparente devient blanche avec de l'eau, elle est divine. On peut la boire, elle est acceptée par Dieu, elle est sacrée. Et ils mettent en plus, et ils voient tout le monde avec la Trinité, tout est trois. Ils ont une Trinité permanente. Les Asiatiques ont la paire, hein, le yin et le yang. Eux, ils ont la Trinité. Imaginez pour un musulman la Trinité. Et dans le panthéon alaouite, il y a Hermès Trismégiste et il y a Platon. On est quand même très loin du monothéisme, donc c'est une religion syncrétique. Les Alaouites, c'est un grand mystère. Seuls les hommes sont initiés et ils doivent absolument garder le secret. Ils sont musulmans de la branche chiite, mais ils n'ont rien à voir avec l'islam traditionnel. Leur interprétation du Coran est toute particulière. Les Alaouites ignorent par exemple le pèlerinage à la Mecque, ils ne font pas les 5 prières par jour, les femmes ne mettent pas le hijab, le foulard, et l'alcool est accepté. Ils vivent surtout dans la région côtière, on les retrouve dans les 2 grandes villes portuaires de Latakia et Tartous et dans la montagne. Les Alaouites sont près de 2 millions, 10% de la population syrienne qui est à majorité sunnite. Les Alaouites se sont imposés par la force. En 1970, Assad, père, fait un coup d'État. Il installe son clan au pouvoir et s'appuie sur des services de renseignement ultra puissants, les Mukhabarat.
Le système sécuritaire repose sur ces alaouites qui sont les centurions de ce régime, en qui le régime a toute confiance. Et donc, un moment, en tant que salafiste qui a cette doctrine, qui n'a pas renié, un moment, il voudra leur régler leur compte à ces apostats. Surtout que c'était comme le cœur du régime qui a torturé beaucoup de sunnites. Et donc, ça va un moment exploser entre Druzes, alaouites et HTS, et voire même l'ANS, parce que l'ANS est composée de gens qui ne sont pas beaucoup moins sunnites. Hein. Ils sont juste un peu plus fréristes et un peu plus miliguluches, c'est l'islamisme turc, quand même radical, et ils sont un peu moins salafistes, mais ils sont quand même très très sunnites. Pour eux, c'est les mécréants, les Druzes et les alaouites. Et déloger, comme je disais tout à l'heure, les Kurdes, ça va être difficile. Et enfin, ils vont se battre entre eux. Probablement, le HTS et le ANS, ils vont se battre parce que pour l'instant, l'ANS, c'est elle qui a pris Damas, c'est les gens de Daraa, les rebelles classiques de 2011 qui ont rejoint l'armée nationale syrienne. C'est eux qui sont arrivés sur Damas en premier et ils ont accepté l'humiliation de se faire voler la mise par par Joulani. Mais est-ce qu'ils vont accepter longtemps d'avaler des couleuvres comme ça alors qu'ils ont plus d'hommes? Pour l'instant, ils sont plus divisés, ils ont moins de leadership. Mais à un moment, quand ils arriveront à s'unir par frustration de ce que leur prend la deuxième coalition, l'HTS, qui pourtant est moins nombreux, ce n'est pas elle qui a pris Damas, à un moment, peut-être qu'ils vont ne pas être d'accord entre eux. Surtout que le FTS est financé par le Qatar, qui a donné l'autorisation d'aller jusqu'à Damas, alors qu'au début, ce n'était pas prévu dans le deal global qu'il y avait eu, parce qu'il y a eu un deal au départ. Tandis que l'ANS, elle est commandée, en tout cas, si elle n'est pas financée, elle est commandée par la Turquie. L'ANS répond aux Turcs qui les entraînent. D'ailleurs, vous qui êtes d'origine arménienne, vous le savez peut-être, mais il existe une Wagner turque, une société militaire privée turque terrible, qui fait des massacres absolument incroyables. En tant qu'Arménien, vous avez dû recevoir des vidéos pendant la guerre de 2020 et l'autre de 2023 de gens égorgés par des types qui parlaient arabe en Azerbaïdjan. Ben, c'était les gens de l'ANS. Donc, ils ne sont pas beaucoup moins djihadistes que les autres. C'était les islamistes fréristes pro-turcs de l'ANS. Donc, c'était des groupes islamistes syriens rebelles anti-Bachar qui ont été récupérés par une société militaire privée qui s'appelle Sadat, créée par le général turc Tanriverdi, c'est un ancien général islamiste qui avait été mis en prison et que Erdogan a récupéré quand il est arrivé au pouvoir. Et cette société militaire privée, c'est une milice aussi terrible que Wagner, qui envoie des tueurs un peu partout. Elle a envoyé des tueurs attaquer les gens du général Haftar en Libye, qui lui était défendu par les Russes. Et cette milice, elle a recyclé des gens de l'ANS, donc des rebelles syriens sunnites, également pour tuer des Arméniens dans les deux dernières guerres du Haut-Karabakh. Donc on voit bien que des deux côtés, c'est pas des anges. Hein. Même les soi-disant modérés de l'ANS, qui sont un peu plus mélangés avec des Syriens nationalistes normaux, ça reste quand même des gens qui sont globalement adeptes d'une sorte de djihadisme à la frère musulman. Enfin, djihadisme, ce sont des moujahidines, c'est-à-dire des gens qui aiment le combat sacré prévu par l'islam sunnite. C'est pas des babacools ou des vrais laïcs qui sont pour la séparation des pouvoirs entre la religion et l'État. Alors la dernière question, pour conclure, que j'aimerais poser et qui va peut-être essayer de refermer un petit peu, ou d'ouvrir, on ne sait pas, ça dépendra, la porte du complotisme, entre guillemets, c'est quels sont les bénéficiaires de cette situation. Est-ce qu'il y a des pays qu'on peut qualifier être les gagnants en fait, de cette prise de pouvoir? Alors, il y a 4 vainqueurs à mon avis. Le premier grand vainqueur, c'est le Qatar, qui avait mis beaucoup d'argent dans les révolutions arabes en 2011, puisque le Qatar voulait mettre à peu près les frères musulmans un peu partout, et d'autres islamistes, mais surtout les frères musulmans. Ça avait réussi en Égypte, mais un an plus tard, il y a eu un coup d'État contre ça, donc ils ont tout perdu. Ça avait réussi en Tunisie, mais quelques années plus tard, les gens de Ennahda, qui sont des fréristes payés par le Qatar, ont perdu le pouvoir lorsqu'il y a eu une réaction également en Tunisie. Et l'actuel patron de la Tunisie, bon, il a défendu le Hamas contre Israël, mais c'est un type qui a quand même éliminé les frères musulmans. Il a aboli l'Assemblée, il a supprimé le poste d'une centaine de députés d'un coup. C'est pas quelqu'un qui a aidé les frères musulmans, il a plutôt fait une contre-révolution. Donc la révolution frériste, islamiste promue par le Qatar avec l'appui de l'administration Obama. Il faut bien rappeler nos auditeurs que le printemps arabe, au départ, c'est des braves révolutionnaires comme la dame avec qui j'ai écrit ce livre, Anda Kassis. C'est des révolutionnaires libéraux, un peu occidentalisés, qui veulent une vraie démocratie, etc.
mais comme ils représentent très peu de troupes et très peu d'argent, ils sont vite doublés par des islamistes, aidés à la fois par le Qatar et par Obama, qui à l'époque avait 6 conseillers frères musulmans autour de lui. Je les développe dans mon livre le chaos syrien. 6 conseillers frères musulmans. Donc Obama a vraiment cru que les frères musulmans, c'était l'islamisme pas trop radical, le radical modéré, ou le fasciste modéré, ou le nazi modéré, voilà, parce que c'était des radicaux, parce que les frères musulmans sont la matrice du radicalisme islamiste, mais c'est vrai qu'ils sont un peu moins coupeurs de tête que des djihadistes salafistes. Donc les Américains avaient cru, d'ailleurs c'est la Rand Corporation, la fameuse société de conseil qui conseille le département d'État et le Pentagone, qui est composé de grands analystes, parfois anciens de la CIA. La Rand Corporation avait écrit dans les années 90 The Sense of Siege, que j'avais dû décrypter à l'époque quand j'étais fonctionnaire. On faisait des analyses des dossiers et des grands rapports américains. Et dans le Sense of Siege, donc le sens du siège, la Rand Corporation préconisait, face au djihadisme, à l'islamisme le plus coupeur de tête, et face à la laïcité des nationalistes arabes qui étaient trop pro-russes, trop pro-soviètes, il y avait une voie du milieu qui permettait ni d'être dans le djihadisme radical, ni dans le laïcisme qui est souvent, dans les années 90, c'est encore très proche, c'est trop associé à l'Union soviétique. Entre les deux, eh bien, il y avait les frères musulmans. Et cette doctrine est restée très ancrée chez les néoconservateurs, mais aussi, bien sûr, chez les démocrates. Et c'est aussi toute la doctrine Brzezinski d'aide aux Moudjahidines pendant la guerre froide. Vous savez, Al-Qaïda a été créé par un frère musulman. Donc ça a souvent été le cas, et on en a parlé dans d'autres vidéos chez vous. Et donc, le Qatar a une grande victoire puisqu'il avait subi des revers, et encore des revers au Yémen. Le Yémen, les frères musulmans payés par le Qatar, avaient également gagné les élections, comme au Maroc, où il y a eu un reflux, comme en Tunisie et en Égypte, où il y a eu un reflus, comme en Libye. En Libye, ils avaient gagné, les islamistes. Ils ont même tué Kadhafi avec l'aide de Qatar et des GSE et des services anglais. Mais même au Yémen, vous voyez, ils avaient des reflux partout. Dans beaucoup d'endroits où les frères musulmans avaient remporté la révolution qu'ils avaient récupérée, après l'avoir volée à des jeunes libéraux, de Facebook, de Albert Einstein Foundation, de Canvas, etc. Eh bien, les Qataris sont restés très frustrés. En plus, quelques temps plus tard, ils ont eu un embargo de la part des Émirats et de l'Arabie Saoudite qui leur en voulaient justement d'avoir essayé de renverser partout des gouvernements. Parce que si le Qatar veut renverser partout des gouvernements pour avoir l'air d'être démocrate et mettre des fréristes qui sont les islamistes qui acceptent le plus la démocratie comme Erdogan, parce qu'ils sont très liés à Erdogan, ça pouvait déstabiliser l'Arabie Saoudite et les Émirats. En fait, le Qatar, il était voisin des Saoudiens et des Émirats, mais il promouvait une organisation qui voulait aussi déstabiliser l'Arabie Saoudite. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, ils se sont pris le verre dans la figure. Et là, c'est une revanche extraordinaire. Deuxième bénéficiaire, bien sûr, c'est la Turquie, puisque la Turquie ne supporte pas... Là, si on se met d'un point de vue turc, et je sais que ça va être douloureux pour vous, Arméniens, mais la géopolitique, bon, vous êtes habitués, du point de vue turc, le Kurdistan syrien, qui a quand même un quart du pays et les ressources de pétrole, et l'amitié de l'Amérique et d'Israël, c'est quand même compliqué à accepter, parce que ça veut dire une entité qui est armée, qui l'a prouvé contre Daesh, qui a une certaine force, et qui est la base arrière des Kurdes de Turquie, puisque pour les Turcs, ça ne peut être une base arrière des Turcs de Turquie, puisqu'ils ont le même chef spirituel, enfin le chef politique. Öcalan, le chef du PKK, est également reconnu par les gens du Rojava, du Kurdistan syrien. Et ils parlent le même dialecte, tandis que les Kurdes d'Irak et d'Iran ne sont pas les mêmes Kurdes. Donc comme les Kurdes de Syrie sont les plus proches idéologiquement et culturellement des Kurdes de Turquie, pour Erdogan, c'est l'horreur, il faut démonter, défaire ce Kurdistan syrien qui a doublé de volume. Dans la carte initiale avant la guerre civile syrienne, vous verrez, le Kurdistan, il est plus gonflé, il est plus important à l'est du pays qu'à l'ouest, mais ils n'avaient pas le quart du pays. Ils ont élargi leur territoire en s'alliant avec des milices arabes pro-kurdes. On retrouve le proverbe de mon ami syrien qui dit « ce qui compte, c'est l'argent ». Il y a pas mal de Syriens arabes qui, étant bien payés et bien traités par les Kurdes du YPG, ont formé avec eux les forces démocratiques syriennes, les FDS.
Les FDS, à ne pas confondre à ce qu'on a dit tout à l'heure, le HTS, les FDS, c'est les forces démocratiques syriennes de l'Est du pays qui ont un noyau kurde combattant l'YPG, qui est proche du PKK turc, et ils se sont agglutinés et se sont agrégés des milices arabes et ils tiennent des positions. Pour Erdogan, c'est l'horreur. Un Kurdistan voisin qui, en plus, s'est élargi depuis 15 ans. Pour eux, pour Erdogan, ce qu'il demande depuis 2016, depuis 2017, c'est une bande de sécurité de 30 km de profondeur et de presque 1000 km de large, de l'est à l'ouest, qui permettent à la Turquie d'avoir un protectorat dans tout le nord de la Syrie pour y reloger ces 3 ou 4 millions de Syriens qui posent beaucoup de problèmes parce que vous le savez mieux que moi, un Arménien le sait mieux que moi, mais quand même la Turquie c'est un pays qui est, on dit souvent la France xénophobe, l'Europe, alors s'il y a un pays qui est xénophobe c'est la Turquie, qui n'aime pas l'autre et l'étranger, et le Syrien pose beaucoup de problèmes, surtout aux alliés d'Erdogan, qui sont le MHP, le parti, vous savez, des fameux loups gris. Erdogan fait parfois le signe des loups gris. Les loups gris, c'est l'extrême droite nazifiante, parce que pendant la guerre, ils étaient pour Hitler. Cette extrême droite racialiste, pan-turquiste, ne supporte pas que le Kurdistan soit pas complètement bombardé. Et donc, l'ANS, qui répond aux Turcs plus qu'aux Qataris, va probablement attaquer le Kurdistan. Et là, ça va être la grande prochaine guerre, parce que c'est le Kurdistan qui peut le mieux se défendre. Le troisième grand gagnant, peut-être plus à court terme qu'à long terme, mais c'est quand même Israël. Les Israéliens, en fait, on a bien compris, veulent effectivement faire une espèce de glacis défensif. On voit bien au sud Liban, une espèce de bande. Ils ont interdit, par exemple, aux villageois de revenir dans les villages frontaliers. Ils ont tout vitrifié. Et ils voudraient faire la même chose de l'autre côté, en prenant encore un peu plus. Et voire même, ils veulent faire une zone démilitarisée, peut-être de 30, 40, 50 km où ils veulent pas d'armes. Voilà. Donc pour la future Syrie, ça serait une Syrie édentée ou sans dents, complètement livrée à la merci des grandes puissances. Le Hezbollah a voulu se mêler de ce qui se passait à Gaza, alors que le Hezbollah, pendant toute la guerre civile syrienne, était contre le Hamas. C'est même pas leurs vrais amis, c'est pas des vrais amis. Ils ont le même ennemi et ils collaborent souvent parce que c'est la nécessité. Mais le Hezbollah pouvait très bien envoyer une toute petite prune qui fasse aucun dégât, juste pour le symbole, mais de là à commencer à être belligérant et solidaire du Hamas jusqu'au retrait d'Israël de Gaza, ça a donné un prétexte formidable à Netanyahou qui n'attendait que ça. Mettons-nous à la place cette fois-ci de Netanyahou, il veut détruire le programme nucléaire iranien. Avant de le faire, il faut se débarrasser des deux proxys, les deux bulldogs qui sont le plus proches du mollet, c'est-à-dire le proxy Hamas, qui peut envoyer plein de roquettes, et le proxy Hezbollah. Le Hamas lui donne un formidable prétexte avec le 7 octobre. Le Hamas est détruit. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'est pas détruit, il est détruit. Il est détruit à 90%. Il reste des rebelles, des résistants, mais il est vraiment achevé. Peut-être pas mort, parce qu'il existe toujours politiquement. D'ailleurs, les pourparlers de paix disent que ce serait un futur parti politique, mais il est vraiment très, très, très abîmé structurellement. Ils sont pratiquement tous morts. Les cadres, il reste même pas un tiers des combattants qui se cachent. Le Hezbollah, par contre, n'a pas perdu ses hommes, parce que c'était beaucoup plus difficile pour Israël d'aller combattre au sol des gens extrêmement aguerris qui se battent depuis 15 ans en Syrie. C'est des très bons combattants et le Hezbollah a un culte de l'honneur plus poussé que le Hamas. Ils sont capables d'être des vrais combattants et pas uniquement des terroristes qui font sauter des enfants. Le Hezbollah, c'est pas pour... Alors on va me dire, je vais avoir des amis qui vont me dire « Ouais, t'es devenu pro-Hezbollah ». Non, je suis pas du tout fasciné par le Hezbollah, mais c'est un fait. Le Hezbollah a plus le culte du combat, un peu chevaleresque. On le voit même dans tous leurs scénarios et leur propagande. Donc c'est beaucoup plus difficile à rentrer au Liban et à éliminer un par un et à liquider les Hezbollah dans leur quartier. Beaucoup plus difficile. Israël pourrait le faire, parce qu'ils ont des très bonnes techniques, mais il y aurait beaucoup, beaucoup de morts, ce qui serait... C'est quand même une démocratie libérale au niveau des mœurs. À Tel Aviv, les religieux juifs disent souvent Tel Aviv, c'est Sodome et Gomorrhe. Donc c'est une société qui aime la vie, on l'a bien vu le 7 octobre, ils aiment les rave parties, etc. Et donc c'est pas une société qui a ce degré d'hédonisme ne peut pas accepter des centaines de milliers de morts. Et c'est pour ça que le Hezbollah est encore intact au niveau du nombre d'hommes, mais il est complètement massacré psychologiquement.
détruit dans toute son élite et tous ses numéros 1, 2 et 3 sont éliminés avec les pagers, les talkie-walkie. Les types ont eu les testicules détruites, le foie, la rate, suivant où vous avez mis le pager, les yeux quand ils l'ont regardé. Enfin, c'était atroce. C'était vraiment un coup absolument incroyable. Donc, deux proxys qui peuvent être utiles à l'Iran en cas de guerre Israël-Iran ne sont plus là. En tout cas, ils ne sont plus capables de frapper comme avant. Et comme le Hezbollah reçoit des armes par la Syrie et que le Hezbollah est très installé en Syrie puisqu'il est devenu presque le remplaçant de l'armée syrienne qui n'est plus capable de faire grand-chose, Israël en profite pour éliminer l'ennemi même un peu plus loin, là où il se cache, là où il a son approvisionnement. Et donc le Hezbollah se fait canarder en Syrie et ça va accélérer la chute du pays et c'est ce qu'on appelle le troisième front. Les Israéliens disent qu'il y a 7 fronts. Le premier, c'est l'Iran, le second, c'est l'Irak, le troisième, c'est les Houthis du Yémen, alors on est à 3. Le quatrième, c'est la Syrie. Le cinquième, c'est le Hezbollah. Le sixième, c'est le Hamas. Et le septième, c'est les Arabes israéliens ou les Arabes de Jérusalem-Est ou les Arabes de Cisjordanie, les Arabes autour d'Israël. Et donc ces 7 fronts, le septième, celui arabe-israélien, il n'est pas capable de quelque chose de très très haute intensité, quelques attentats, mais il n'est pas extrêmement nuisible. Les deux plus proches, Hamas et Hezbollah, sont amoindris. Et le front syrien, qui n'en est pas un, puisque la Syrie ne voulait pas agresser Israël. Et vous remarquerez que depuis des dizaines d'années, la Syrie n'a jamais été démantelée. Israël n'a jamais fait une guerre contre la Syrie. Parce que la Syrie s'accommodait Israël s'accommodait d'une Syrie qui ne soit pas belligérante. Et elle se contentait, avec l'autorisation des Russes, de bombarder régulièrement des dépôts d'armes ou des milices qui alimentaient le Hezbollah. Mais elle s'accommodait de la Syrie parce qu'on savait qui c'était. C'était un interlocuteur qui lui-même se tenait à carreau, il n'entrait pas dans la belligérance directe. Mais à partir du moment où Bachar al-Assad, n'écoutant pas les conseils de Poutine, qui lui disait depuis des années « tu es trop inféodé aux Iraniens, attention, il ne faut pas compter que sur les Iraniens, mieux vaut avoir une sécurisation par la Turquie, en faisant un deal avec la Turquie ne lancera pas ses milices amies contre toi. » Il ne l'a pas cru, il ne l'a pas écouté. Non, moi j'ai l'assurance vie, les Iraniens, les Hezbollahi se battront pour moi jusqu'au dernier. Il avait un côté un peu fou quand même, autiste, et un peu très très orgueilleux. Il croyait qu'on allait pendant 100 ans perdre des vies pour lui, pour son régime, et comme pour économiser des vies alaouites ou autres. C'est une folie parce que les Russes l'ont averti à de nombreuses reprises. Et là, on a même des choses ouvertes là-dessus. Donc, Israël, c'est le second ou troisième gagnant après la Turquie et on a vu le Qatar, c'est Israël. Quatrième gagnant, tout de même, les Ukrainiens, qui ont beaucoup aidé les milices HTS et ANS. Ils ont envoyé des instructeurs. Ils ont envoyé des ingénieurs les former à la technique des drones. Maintenant, c'est documenté. On ne pouvait pas le dire les premiers jours. Maintenant, les Ukrainiens eux-mêmes s'en vantent. Il faut savoir qu'à partir de 2016, comme les Ukrainiens avaient comme ennemi absolu, depuis 2014, l'invasion de la Crimée, les Russes, et comme dans cette logique, les Ukrainiens avaient accueilli tout ce qui était anti-russe dans le monde, y compris des djihadistes. Des djihadistes de Syrie qui avaient combattu la Russie parce qu'ils combattaient le régime de Bachar al-Assad, certains se sont retrouvés en Ukraine au point que les Américains avaient demandé à en arrêter certains qui étaient vraiment recherchés au niveau international. Et on a trouvé dans les légions les plus extrême droite de l'armée et des milices ukrainiennes, Azov notamment, on a trouvé des djihadistes à un moment. Donc on sait qu'il y a des contacts entre islamistes syriens ou caucasiens qui ont combattu en Syrie, russophones, vous savez, de la vallée de la Pankissi, les fameux Tchétchènes de Géorgie, ou des Dagestanais ou des Tchétchènes, donc des musulmans des montagnes du Caucase. Il y en avait pas mal en Syrie. De la preuve, un des cadres les plus importants de Daesh, on l'appelait El-Checheni. El-Checheni, ça veut dire le Tchétchène, qui était rouquin. Qui a fini par mourir, mais qui était un très très grand cerveau, un très grand combattant, qui était un ancien d'ailleurs officier russe pendant des années. Et donc tout ce monde-là communique, puisqu'ils ont le même ennemi russe, et donc c'est de même que certains islamistes ont aidé les Ukrainiens pour aller se battre contre les Russes en Ukraine, de même les Ukrainiens ont aidé des islamistes en Syrie. Donc ça c'est l'autre vainqueur. Et enfin on pourrait presque rajouter les Américains, parce que Ukrainiens et Américains, qu'est-ce qu'ils veulent ? Affaiblir la Russie.
le 6 août dernier, 2024. C'est pour cela que l'Amérique a aidé avec des radars, des guidages, donc un vrai appui logistique, même avec des hommes, il ne faut pas se leurrer. Les Américains ont aidé les Ukrainiens à attaquer le territoire russe. C'était pour essayer de dégarnir les Russes du front, sur le front ukrainien pour qu'ils aillent combattre dans une diversion qui les détourne du combat principal qu'ils étaient en train de gagner. De même, la Syrie, on peut le voir comme ça. C'est attirer les Russes dans une nécessité de sauver leurs bases, extrêmement important pour les Russes, les bases militaires. Mais il se trouve que, comme le 6 août dernier, les Russes ne sont pas tombés dans le piège de dégarnir trop. Ils ont préféré être humiliés pendant 2 mois, avec toutes les télévisions qui les aient regardées. Les Russes se font humilier de leur propre territoire, c'est du beurre, on entre comme dans du beurre. Ils ont préféré prendre le temps de faire venir des gens d'un peu partout, qui ne sont pas trop issus du front ukrainien. Ils ont préféré prendre beaucoup de temps à dégarnir les populations, qu'on puisse bombarder pas ses propres citoyens. Tout ça, il fallait du temps. Et ils sont en train de récupérer le territoire envahi par l'Ukraine à Koursk sans avoir trop dégarni. Ils ne sont pas tombés dans le piège qui était de les faire dégarnir. Eh bien, en Syrie, ils ont fait pareil. Voyant la chose venir, c'est pas un scoop, ou peut-être que c'en est un, mais mon ami Randa Kassis, avec qui j'ai écrit le livre, l'a dit dans une interview que j'ai faite pour elle à Atlantico, mais c'est un scoop pour beaucoup de gens. Les bases russes de Syrie ont été abandonnées déjà depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Il y avait cette idée, parce qu'il y avait des deals depuis des semaines, il ne faut pas se leurrer. Les Russes ont déjà une solution de rechange, puisqu'ils sont en train d'évacuer leurs bateaux et leurs avions de Hmeimim et de Tartus, les 2 bases militaires russes en Syrie. Ils sont en train de les installer à Tobruk, en Libye. En fait, il est très probable qu'il y ait eu un deal entre Russes et Turcs, parce que ça paraît bizarre que les Turcs fassent un si sale coup aux Russes, sans qu'il y ait une trop grande protestation. En fait, apparemment, il y aurait eu un deal Syrie contre Libye. Moi, Turc, je vais laisser ton cheval Haftar, le général Haftar, progresser en Libye, et tu y mettras tes bases, et moi, je vais moins mettre d'obstacles au général Haftar en Libye. Et toi, tu vas me laisser réaliser mon rêve, reprendre une partie de l'Empire ottoman, manger une partie du nord de la Syrie, régler le compte aux Kurdes proches du PKK et y remplacer des habitants kurdes par des habitants réfugiés syriens qu'on ne peut pas supporter en Turquie. Donc vous voyez, ça c'est clair, mais les Américains sont vainqueurs parce que momentanément, je dis que les vainqueurs momentanés, c'est Israël et Amérique, parce que c'est bien de faire tomber quelqu'un qui était lié à la Russie, pour les deux. Par contre, pour Israël et l'Amérique, même si la Russie était proche de l'Iran et de l'axe anti-israélien, on ne sait pas qui on va avoir. Et c'est pour ça qu'Israël a tout de suite bombardé de manière comme jamais vue. Pas cette fois-ci uniquement les bases du Hezbollah, mais l'armée syrienne, avec ses avions, avec sa logistique, l'armée syrienne a été très très endommagée ces derniers jours, parce qu'Israël sait qu'elle n'est pas le bénéficiaire à long terme. C'est momentané. C'était pour affaiblir l'axe de la résistance, le fameux 7 fronts pro-iraniens. Mais à long terme, le HTS s'appelle Tahrir el-Sham, et Tahrir el-Sham, c'est libérer tout le Proche-Orient. Ça veut dire qu'Israël a parfaitement compris que dans l'ADN de M. Joulani, un jour, il doit se dire, vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit « aujourd'hui samedi, demain dimanche ». L'yom sabt, bukra, ahad. Eh bien, c'est un peu pareil. Les islamistes se disent chaque chose en son temps. Pour l'instant, on s'occupe de l'ennemi principal, le baassiste. Demain, on s'occupera du druze. Après-demain, du kurde. Et après-demain, d'Israël. Quitte même, on va tellement être patient sur Israël qu'ils vont même croire, ces imbéciles, là je parle du point de vue de celui qui manie la taquilla. Je ne dis pas que les Israéliens sont des imbéciles, mais pour lui, il doit se dire, ils sont assez bêtes pour se réjouir, les Occidentaux, les Américains, les Israéliens. Parce qu'ils me voient de plus en plus modéré. Il y a même certains de mes hommes qui ont dit qu'il fallait accepter les investissements israéliens. Bientôt, ils vont croire que je suis un djihadiste pro-Israël. Et attention, Israël a parfaitement compris qu'aujourd'hui, il y a une alliance objective. Israël, l'Amérique, les Ukrainiens et Jolani ont le même ennemi. Mais pas forcément demain. L'ennemi d'aujourd'hui n'est pas celui de demain.
Eh bien, merci Alexandre Delval d'être venu nous apporter ces informations-là. Je pense qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, qui était de répondre à ces 3 questions pour comprendre les enjeux en moins d'1 heure. Voilà, et je vous remercie vraiment d'avoir fait le boulot. J'en profite pour vous conseiller la lecture des ouvrages d'Alexandre Delval que vous trouverez en vidéo, mais surtout, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne dont vous pourrez trouver le lien en description. Si ce format et les précédentes interventions d'Alexandre vous ont plu, je sais qu'elles vous avaient plu, vous trouverez sur sa chaîne de façon hebdomadaire des décryptages en environ 1 heure comme ça de l'actualité géopolitique avec la même façon de présenter les choses, la même pédagogie. Donc vraiment, je vous invite à découvrir sa chaîne, c'est en description de la vidéo. Et si vous vous abonnez, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire pour dire que vous venez de ma part. Ça fera toujours plaisir, même si ça commence à devenir un copain qu'on reverra. Merci à tous d'avoir été là. Merci à la régie, étant donné que là, il y a des cartons partout, à moi-même, en fait, du coup, parce que celle-là, on l'a fait tout seul. Et donc, merci Cognac Jet, à vous les studios, et à très vite.